on va parler du mot gibier. Il me semble que c'est un mot qui n'est pas très employé par rapport au paléolithique supérieur. Et c'est peut-être parce qu'il est construit en opposition aux animaux domestiques. Or, a priori, il n'y a pas d'animaux domestiques au paléolithique supérieur. Oui, il n'y a pas d'animaux. Enfin, oui, il n'y a pas d'animaux domestiques au paléolithique supérieur. C'est vraiment des animaux sauvages. Donc il y a eu des hypothèses qui ont été formulées il y a quelques années sur éventuellement peut-être une domestication du renne. Actuellement, là, cette idée n'est pas du tout retenue. Donc voilà, ce sont vraiment des animaux chassés ou pêchés, puisqu'il n'y a pas que... parmi du gibier, alors du coup c'est pas du gibier, mais en tout cas parmi les animaux exploités d'un point de vue alimentaire ou technique, il n'y a pas que des mammifères ou des oiseaux, il y a aussi des poissons. Donc ça aussi, il faut le garder en tête. Il n'y a pas que, en particulier pour le paléolithique et à la fin du paléolithique, on a vraiment un spectre des animaux chassés qui s'élargit avec une exploitation de petits animaux comme les oiseaux, les lapins ou les poissons. Donc, voilà. C'est pas le mammouth, comme on a souvent cette image en tête du mammouth, ou pour le paléolithique supérieur aussi, et en particulier pour le magdalénien, donc la dernière période, dernière culture du paléolithique supérieur, où on a cette image de chasseurs vraiment spécialisés sur le renne. Donc non, c'est quelque chose de beaucoup plus diversifié, même au magdalénien, où on a voilà, un spectre très, très large de ressources, d'animaux exploités. Et est-ce que le chien n'était pas domestiqué à un moment donné? Alors c'est très... Il y a un gros débat, puisque donc, on a des chiens qui sont présents vers la fin du magdalénien, asilien. Donc là, on a vraiment des restes de chiens qui sont présents, parce qu'on a des os de taille trop petite pour être du loup, et également avec des morphologies qui seraient typiques du chien. Mais actuellement, donc, certains chercheurs émettent l'hypothèse aussi qu'on aurait une domestication très précoce du chien, et notamment dès l'Aurignacien. Donc ça, c'est vraiment en discussion. Il y a des études génétiques en cours pour voir ce qu'il en est. Donc voilà, à voir. Mais ce qui est sûr pour le magdalénien, oui, vers la fin du magdalénien. Mais par contre, on a probablement très peu quand même, parce qu'on n'a pas... on n'a pas beaucoup de restes de chiens sur les sites. On n'a pas beaucoup de traces non plus de leur action sur les os présents sur ces sites. Donc qui montreraient que c'est quand même assez rare et pas très développé. Et des traces de boucherie sur le chien lui-même? À ma connaissance, plus tard, oui. Pour le paléolithique, si à l'Aurignacien, les sites formulés, on a du chien, là on aurait des traces de boucherie et aussi symboliques sur ces restes de chiens. Bon, à voir si c'est vraiment du chien. D'accord. Parce que dans notre société, quand on dit gibier, ça veut dire animal sauvage mangeable. Et ce qui induit un peu une idée de tabou, qu'il soit conscient ou non. C'est-à-dire qu'en France, on ne peut pas dire que le serpent, ça soit un gibier, même s'il est sauvage. Et cette idée des tabous dans la consommation, est-ce que tu penses qu'on peut y avoir accès par l'archéozoologie pour le paléolithique supérieur? C'est extrêmement difficile. Le problème, c'est que donc on travaille sur des sites, on a nos assemblages, on a les espèces qui sont présentes. Après, savoir, au niveau des grands mammifères, au niveau des herbivores, il faut est-ce que ça n'a pas été chassé parce qu'il n'était pas présent? Est-ce que ça n'a pas été chassé parce que c'est un refus de le chasser et de le consommer? C'est extrêmement difficile de savoir. Ensuite, pour les carnivores, ce qui est sûr, c'est qu'on a des consommations de carnivores. C'est pas courant, mais il y en a sur certains sites. Après, est-ce que des groupes consommaient pas certains carnivores? Ça, c'est une question très très délicate à traiter. Voilà. Mais c'est vrai que nous, quand on parle de gibier, c'est beaucoup plus large. C'est vraiment les animaux chassés, qui soient chassés
d'un point de vue alimentaire ou qui soit chassé d'un point de vue technique, puisqu'on voit pour les carnivores, même si c'est consommé, on voit surtout qu'il y a une exploitation de la matière première, des dents ou des os ou de la peau éventuellement. Voilà. Mais du coup, le gibier, c'est beaucoup plus large ce qu'on entend quand on parle de gibier au paléolithique. Oui, c'est pas forcément un animal chassé que pour sa Non. viande. Et même peut-être pas principalement pour sa viande. Non, oui. Oui, ça dépend des espèces, oui. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des grandes variations entre les espèces animales qui sont chassées au cours du Paléolithique supérieur? Ben, il y a des grandes variations, parce que déjà du point de vue de l'environnement dans lequel vivaient ces groupes, puisqu'on a des groupes qui ont vécu dans des environnements qui sont tempérés comme le nôtre, donc là où ils vont avoir des chasses ils vont chasser plutôt le cerf, le chevreuil, le sanglier, des choses comme ça. Mais ça c'est plutôt vers l'asilien. Et autrement, pendant les périodes froides, où on va avoir plutôt des espèces froides qui vont être exploitées, notamment le renne. Et après, par exemple, au niveau du magdalénien, on voit qu'il y a des différences selon les territoires, les zones occupées. On va avoir des espèces qui sont différentes. C'est probablement lié vraiment à l'environnement et aux animaux disponibles dans l'environnement de ces groupes. Par exemple, en Gironde, on va avoir l'antilope saïga, qui est un petit capriné qui a été vraiment très abondant dans cette région, qu'on va retrouver chassé de façon très importante dans cette région-là, mais qu'on ne va pas du tout retrouver par exemple en Dordogne, où là c'est plutôt le renne. Idem pour le bouquetin, où bien sûr on va le retrouver chassé plutôt dans les zones de montagne, en particulier lors des périodes glaciaires. Voilà. Donc voilà, c'est... Et est-ce qu'on peut avoir accès à des différences qui pourraient être d'ordre culturel entre des groupes qui préfèrent chasser tel type ou tel autre? Ça, est-ce qu'on peut voir? C'est toujours le problème, quoi. C'est qu'on est bloqué par le fait qu'on n'a pas notre objet d'étude, c'est vraiment c'est le site. Et donc du coup on a déjà ce filtre anthropique, enfin ce choix anthropique qui s'est effectué. Donc ce qu'on voit, c'est représentatif du choix des hommes qui ont occupé le gisement. Et c'est difficile du coup de remonter à l'environnement, et du coup ça nous permet, à chaque fois, quand on compare deux sites, c'est difficile de savoir sauf si ce sont des sites extrêmement proches, si on est sûr qu'ils sont vraiment très contemporains, c'est très difficile de savoir quelle est la part, enfin si on a une différence qui est liée vraiment à une part anthropique, à une part culturelle, ou si c'est une différence qui est liée à une différence environnementale. Ça peut être lié à la saison, ça peut être lié à tellement de choses que c'est extrêmement difficile d'arriver à ce degré de lecture. On essaye, mais c'est encore compliqué.